remercier les organisateurs de cette rencontre, M. Louvet notamment, pour les 10 minutes qui me sont accordées ici pour vous parler des archives. Vous fait cadeau 10 minutes de plus, puisque vous bénéficiez de l'absence. Je vais pas faire ça. Alors, je vais vous parler des archives audiovisuelles de l'ECPAD, et plus particulièrement des archives relatives à l'Algérie en 1945 et 1964. Alors déjà, le CPAD, c'est quoi? Le CPAD, ça veut dire Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense. C'est donc un centre de production audiovisuelle, mais aussi... Il y a des gens qui n'entendent pas. Ah, c'est parce qu'il est grand, qui se penche. Alors, c'est aussi un centre d'archives qui conserve ce qui a été réalisé en film, vidéo et photo par l'armée française depuis 1915. Ces archives conservées par l'établissement représentent en tout environ 13 millions d'images fixes et 31 000 titres de films qui sont répartis en différents ensembles. Comme vous le voyez ici, les différents fonds sont divisés en grandes périodes historiques, de la Première Guerre mondiale jusqu'à nos jours, en plus d'un ensemble de fonds privés et des fonds qui sont reversés par les différents organismes de défense. Alors tout est librement consultable, dans la mesure où il faut venir sur le site du fort d'Ivry-sur-Seine, simplement avec une pièce d'identité. Parmi ces collections historiques, il y a le fonds Conflit d'indépendance, comprenant les archives sur la guerre d'Indochine, ainsi que le fonds que je vais vous présenter aujourd'hui, et dont je suis responsable, le fonds relatif à l'Algérie. Le CPAD conserve 160 000 photos et 1200 titres de films relatifs à l'Algérie, réalisés, comme je le disais, entre 1945 et 1964. Dans ce fonds, pour sa partie photo, il est constitué de 3 ensembles. La série ALGE, qui compose la partie organique ou institutionnelle, qui est produite par les opérateurs de l'antenne d'Alger, du service cinéma des armées, le SCA, qui est l'ancêtre de l'ECPAD. Le fonds du journal Bled, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, qui était une revue destinée aux appelés du contingent en Algérie. Et on a enfin un ensemble de fonds privés constitués d'environ 30 000 photos réparties en une quarantaine de collections. Alors le corpus cinéma, il est réparti entre la série Actes, composée de 1050 titres de rush, qui sont presque tous des films muets, la série SCA, qui comprend 150 références de films montés et sonorisés, en partie d'ailleurs grâce aux films de cette série Actes qui servent de matière première pour le montage. Alors, ce sont principalement des films d'actualité, comme le magazine militaire Algérie-Sahara, des films d'instruction, des documentaires sur des opérations militaires, le patrimoine local, des événements politiques ou sur le domaine économique. Et on retrouve les fonds privés avec 38 films. Donc pour ces deux ensembles photos et films, tout ce qui ne fait pas partie des fonds privés constitue ce qu'on peut appeler la vision officielle de la France sur le conflit. Mais on y reviendra. Alors pour contextualiser cette production, on va voir ensemble la genèse de l'annexe d'Alger du SCA. En 1942, une petite section du SCA est installée à Alger, section qui est rapidement intégrée au service photographique de la France libre. Au début de la guerre d'Algérie, la section est trop peu fournie en personnel et en matériel pour couvrir l'insurrection naissante, et c'est pourquoi en 1956, une autre section du SCA installée en Allemagne envoie tous ses moyens humains et matériels à la petite section d'Alger. La conséquence de ça, c'est qu'on voit exploser la production d'images à partir de 1956, et ce jusqu'à la fin de la guerre. Pour ce qui concerne cette production institutionnelle du SCA, les thématiques abordées sont très variées. Donc les grandes phases politico-militaires de la guerre d'Algérie, évidemment, les opérations et la vie militaire, l'action psychologique, qui est une thématique où on peut trouver, par exemple, des images de prise de contact avec les populations, de l'assistance médicale gratuite ou des discours publics de propagande. Et nous avons enfin des reportages sur les sites d'essais nucléaires ou de fusées dans le Sahara. Alors ce sont ici des thématiques qui sont communes à la photo et au film, car comme vous le savez peut-être, les opérateurs du SCA étaient souvent en binôme caméraman et photographe. Et un des travaux qu'on me demande justement en tant que documentaliste, c'est de réunir cette partie film et cette partie photo en faisant correspondre le reportage photo et le rush qui ont été réalisés en même temps.
tout à l'heure, cette vision officielle ou institutionnelle de la production d'images par le SCA, alors en quoi ce regard du SCA peut-il être qualifié d'officiel? L'historien Sébastien Denis, dans son ouvrage « Le cinéma et la guerre d'Algérie », dit que le film n'a jamais servi à véhiculer une image ultra de l'armée, mais a au contraire été utilisé comme le simple vecteur d'une idéologie républicaine changeante sur la guerre d'Algérie. Alors ça veut dire que le SCA n'a pas d'indépendance réelle pendant la guerre d'Algérie. C'est ce qu'on appelle un organisme technique d'exécution de la défense nationale qui agit à la manière d'un prestataire de service dans le domaine de l'audiovisuel et il obéit à un gouvernement. Il relaie donc des thèses en vigueur à un moment donné en produisant ce qu'on appelle un cinéma de commande. Et c'est ça la vision dite officielle du SCA. Et quand on regarde cette production, on voit que le credo défendu dans les images du SCA évolue selon les pouvoirs en place. Enfin, on peut évoquer un circuit de validation et de censure des images qui est mis en place à partir de 1956, au moment où le SCA commence à tourner à plein régime en Algérie. Les photos sont validées directement à Alger, tandis que les films sont envoyés à Paris pour alimenter rapidement l'actualité, et elles sont validées sur place et éventuellement censurées. Alors si je dois tracer un portrait global des archives sur l'Algérie concernées le CPAD, je dois évoquer les fonds privés, même si ces derniers sont en grande partie des fonds photos, ce qui est sans doute en léger décalage avec le thème de cette rencontre qui est le cinéma, mais justement, on pourrait se poser la question de cette disparité dans les volumes acquis par le CPAD grâce aux donateurs privés. Rappelez-vous, 30 000 photos contre seulement 38 films concernés. On peut expliquer ça par la plus grande démocratisation de la photo à l'époque, par rapport au film, nettement plus cher et aussi plus contraignant, une caméra étant plus lourde et encombrante qu'un appareil photo. Alors que peuvent apporter ces fonds privés en tant que source? C'est justement une source à la fois différente et complémentaire en termes de représentation par rapport à la production du SCA. Donc je pourrais évoquer les collections issues de Marc Flamand ou d'Arthur Smet, que certains d'entre vous connaissent peut-être, pour ne citer que parmi la quarantaine de collections privées qui se trouvent dans nos archives. Et en quoi la vision de ces reporters privés peut servir d'alternative? D'abord, c'est une production qui n'est pas professionnelle. Elle est destinée à des cercles restreints comme des camarades de compagnie, le cercle familial ou amical. Alors que les images du SCA sont pensées en amont, car elles sont commandées et doivent véhiculer en images une pensée politique dominante. Ensuite, une différence majeure est le rapport au temps. Quand les reporters du SCA effectuent des missions ponctuelles, les amateurs pratiquent sur le moyen ou le long terme avec la même unité militaire ou dans la même région. Et enfin, c'est une pratique qui ne subit aucun contrôle, contrairement à la vision offerte par le SCA. Voilà donc un ensemble de pistes de recherche possibles sur le fond Algérie de l'ECPAD. Alors du coup, comme je n'avais que 10 minutes au départ, j'ai quasiment fini ma présentation. Donc voilà, j'avais pas trop le temps de m'étendre sur le sujet, donc je peux vous orienter vers des travaux de thèse, des travaux d'historiens, notamment le livre de Sébastien Denis, dont je parlais tout à l'heure, qui a travaillé sur le cinéma et la guerre d'Algérie, en examinant notamment un grand nombre de films du Fonds Algérie de l'ECPAD. Et la thèse de l'historienne Marie Chaumineau, qui, elle, a plus travaillé sur la partie photo. Et si vous voulez en savoir encore plus, n'hésitez pas à venir à la médiathèque du Fort d'Ivry-sur-Seine, qui est fermée le lundi. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci. Là, j'aborde le sujet avec vous. Il s'avère que l'espace mémoire, c'était la première fois en 2010 ou 2009, peu importe. Et ensuite, en 2014, nous avions organisé une visite de votre établissement avec un groupe interne du conseil d'administration, mais ensuite élargi. J'ai été saisi de plusieurs demandes et comme je ne suis pas courageux, je n'ai pas donné suite, mais je vais essayer de réparer mes oublis. Et je voulais vous poser la question en direct. Est-ce que, en dressant la liste, en demandant ceux qui souhaitent venir, vous pouvez donc nous accueillir comme vous l'avez fait si gentiment, de façon à visiter l'ensemble? Nous avons passé la journée, nous avions d'ailleurs déjeuné à Metz ou à Chantilly, je ne sais plus comment on dit maintenant, et nous étions ensemble. Ça avait permis d'être guidés pour voir à l'accueil ensuite les fonds, et ensuite
comment on préserve, y compris tout ce qui est, disons, vieux films au nitrate, et ainsi de suite. Donc, pour nous, ça nous intéresse, et je pense qu'il y a parmi le public des gens peut-être qui voudraient. Et moi, à ce moment-là, je propose que l'espace mémoire, par le biais du bureau, je me retourne vers le secrétaire général, c'est pour ça qu'il est là, en même temps. Vous pourriez vous inscrire et nous organisions, en accord avec vous, cette visite. Alors on verra le nombre qui peut être imparti, ainsi de suite, et dans quelles conditions on peut le faire. Mais déjà, c'est l'optique qu'on peut avoir pour 2018, n'anticipons pas des événements. Bon. Donc voilà la première question. La deuxième, c'est que je pense, et je vous remercie doublement de venir, je vous avais demandé d'apporter de documentation, je vous en remercie, qui vous fera connaître, si besoin est, le CPAD. Il y a parmi nous, il y a donc des caméramans, ce qui est vrai, et puis il y a aussi des plus illustres également, non pas que vous n'êtes pas illustres, les gars, mais bon, Mishkin, que vous connaissez peut-être de nom, lui a travaillé avec Rico et d'autres, qui faisaient dans la Rebuffa, qui a travaillé ici à la CPAD. Je voulais vous demander simplement, peut-être que les gens ici ont des questions à poser sur ce fonds. Moi, je pense que vous avez un fonds qui est riche sur les différents conflits, et vous avez eu la gentillesse et l'honnêteté de dire que le fonds est assez restreint sur l'Algérie, parce que j'ai bien compris qu'au flux des politiques menées, où on filmait, on ne filmait pas, où on gardait pas. Il n'appartient pas de juger, mais c'est vrai que peut-être il y a un défaut de consistance. Je dirais que nous sommes détenteurs de pas mal de choses. Donc, pourquoi pas discuter. C'est aussi envers le service historique de l'armée donc à Vincennes, vous êtes à Vincennes. Voilà, donc le capitaine Bravas, je crois, vous a rejoint dans l'équipe que j'ai rencontré chez vous. Donc, ça peut être nous pourrions avoir une sorte de partenariat. Sous quelle forme, je n'en sais rien. On en verra avec l'administration. Mais je pense que tout est intéressant pour transmettre cette mémoire aux jeunes. Donc peut-être qu'il y a des questions, j'ai assez parlé et je vous laisse le contact avec le public. Merci. Pour vous répondre rapidement, je serais ravi personnellement de mener une visite guidée. Après, c'est pas quelque chose qui est totalement de mon ressort pour mon établissement. Voilà. Là, du coup, je pourrais vous donner des contacts pour organiser tout ça. Donc, pas de questions? Ah, c'est après le repas, c'est difficile. Non, pardon pour cette boutade. Oui. Oui. Je voulais savoir si dans le fond que vous avez, et peut-être aussi, puisqu'il y a là un représentant de Vincennes, s'il y avait des éléments sur une autre guerre civile qui n'a pas été évoquée, celle entre les messalistes, le MNA, et le FLN. On a quelques images, c'est assez marginal, et notamment une image d'un charnier, dont je me souviens. Mais je ne saurais pas trop vous en dire plus, parce qu'il me semble que c'est vraiment très marginal dans le fond, justement, puisque les militaires français n'ont pas voulu forcément peut-être prendre en photo ou filmer ce genre d'événement. Oui, ou ça a disparu. C'est possible, je ne sais pas. Oui, si vous permettez, je ne suis pas le spécialiste du tout, mais je suis comme tout le monde, hélas, j'ai essayé de lire ou de voir. Vous avez raison, madame, de dire que des choses ont disparu. Est-ce que c'est de la fabulation, est-ce que c'est la réalité? Il paraîtrait qu'après la fin de la guerre d'Algérie, il y a des moments qu'on qualifierait encore plus douloureux, le problème des harkis, le problème des rapatriés. Certains éléments, rappelons quand même, sans faire de politique, je suis toujours absolu, politique et religion, donc il ne faut pas ménage au sein de notre pays. On a toujours respecté des dotés. Mais il est vrai qu'à l'époque, il y avait un ministère de l'information qui existait, et je pense, j'étais trop jeune, et certains d'entre nous ici, je pense qu'effectivement des éléments sont ou été négligés ou disparus, ou n'ont pas été pris. Personnellement, nous voyons arriver sur le terrain des équipes de la CPAD qui nous filmaient, j'ai vu tout à l'heure un Sikorsky, donc, mais lorsque j'ai fait des recherches, j'ai rien trouvé de mon bataillon, et ainsi de suite. Donc, il y a des éléments. Alors, moi, ce qui serait intéressant, puisqu'on parlait tout à l'heure, après des années et des années, j'ai rencontré tout à l'heure, je pense qu'il est encore là, un combattant de la LN. Il était chez Amirouche. Bon, écoutez, on se dit bonjour, on ne va pas aller recommencer
ainsi, on dit bonjour, nous sommes des gens, des hommes, hein, avec ce qu'on pense, et des femmes. Hein, mais... Donc voilà. Je me dis que peut-être que demain, une passerelle sera achetée entre les deux pays, et peut-être que chacun aura envie de faire participer l'autre sur son fond d'image, et ainsi de suite. Alors ensuite, reste le problème humain, ça peut déranger certains, ça peut ne pas déranger, là je laisse le choix. Mais c'est vrai qu'une documentation commune sur certaines choses, pourquoi pas, faisons du factuel, la réalité. Ce n'est pas la peine d'aller... Donc voilà, je crois que vous n'avez pas la réponse complète, moi je ne l'ai pas non plus. Donc je pense que demain, est-ce que les parties prenantes, c'est-à-dire les deux pays, accepteront d'échanger des informations, des contacts? Nous le souhaitons, il y a même chez nous des associations, des contacts, à titre individuel ou à titre collectif d'ailleurs, mais pourquoi pas? La porte est ouverte, et en particulier sur ces fonds documentaires. Ce sont l'histoire des pays. Et je pense qu'on n'a rien à cacher maintenant, on ne va pas se cacher parce que ceci, cela, et refaire l'histoire. Voilà, personnellement, c'est ma pensée, mais ça s'arrête là. Oui. Oui, capitaine. Pour agir à la question, malheureusement, vous avez une historienne, un officier historien, et non pas l'archiviste qui est en responsable des fonds. Néanmoins, vous avez sur le site internet du service historique de la Défense, le site principal c'est bien Vincennes, et vous avez 11 autres sites répartis un petit peu partout en France. Vous avez un certain nombre d'inventaires. Alors, je suis d'accord, les inventaires datent un peu, on fait ce qu'on peut, mais vous avez 3 inventaires détaillés, enfin un inventaire en 3 parties qui sont assez détaillés, et je vous invite à regarder particulièrement dans l'index, parce que là c'est des questions vraiment très très précises, et je ne voudrais pas vous induire en erreur sur cette émission. Merci. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Est-ce que, dans le même esprit que le CPAD, j'ai pu comprendre que oui, le service historique est accessible selon des rendez-vous, selon des horaires, bien sûr. Donc, nous pouvons éventuellement avoir des contacts avec vous sur ça. C'est une proposition de partenariat, en quelque sorte, de visite pour des gens intéressés. Oui, oui, je vous en prie, votre réponse. Si je ne vous mets pas, je ne vais pas vous mettre en porte-à-faux. Hein. C'est des questions libres. J'ai une hiérarchie, je ne manquerai pas de faire part de votre demande. Et puis, merci de la transmettre. Hein. C'est un vœu, mais bon, je comprends très bien, nous sommes dans un secteur bien... voilà. Il y a d'autres questions. Bonsoir. Henri Pouillot, je suis membre du collectif sur le 17 octobre et sur le collectif de Maurice Audin. Je vous invite d'ailleurs le 17 octobre prochain à être à 18h au Pont Saint-Michel pour commémorer ce massacre qui n'est toujours pas reconnu comme un crime d'État. Mais par rapport à l'affaire Maurice Audin, je suis très directement intéressé. François Hollande, le 18 juin 2014, disait « Mais des documents et les témoignages dont nous disposons aujourd'hui sont suffisamment nombreux et concordants pour infirmer la thèse de l'évasion qui avait été avancée à l'époque. Maurice Audin ne s'est pas évadé, il est mort dans sa détention. Depuis 2014, personnellement et pas seulement personnellement, je suis intervenu auprès de François Hollande, auprès de Pierre de Villiers, etc., pour essayer qu'on ait enfin ces documents et ces témoignages concordants, nombreux, qui permettraient de savoir qu'est-ce qu'est devenu Maurice Audin. Où est-ce que je pourrais avoir une piste pour trouver ces documents concrets? C'est une des choses, je crois, aujourd'hui, qui impacte toute la question autour de la guerre d'Algérie. Il y a des tas de choses qui sont impossibles à pouvoir contrôler et connaître. Et à partir de là, comment on pourrait enfin avoir des informations très concrètes? Le président de la République a dit qu'il y avait de nombreux documents et témoignages. Personne ne les a aujourd'hui. Comment on peut faire pour les avoir? Est-ce que c'est l'ECPAD? Est-ce que c'est le service historique de l'armée? Où est-ce qu'on peut trouver ces documents? Et quand? Je peux répondre pour la partie CPAD. En fait, ce qui s'est passé en métropole ne fait pas vraiment partie de mon fond, puisque moi je me concentre sur l'Algérie. Donc, comme je vous le montrais. Oui, pardon. Oui. Je crois que l'intervenant ne va pas pouvoir répondre pour l'ensemble de tout ce qui vous préoccupe.
je ne peux que dire que bon, je vais dire puisqu'on se connaît, tu t'es adressé aux autorités. Bon, je ne voudrais pas dire qu'une autorité a chassé l'autre, c'est pas le mot, mais a remplacé l'autre. Alors, connaissant ta pugnacité et ta patience et ainsi de suite, bon, mais c'est pas une réponse, c'est pas une réponse bateau. Moi, je pense que simplement, nos deux interlocuteurs pourront, s'ils peuvent apporter des informations, bah, on peut le faire d'une façon ou d'une autre, hein, la discrétion, parce que ce sont quand même des sujets sensibles, on n'a pas à se cacher, le fil pas de fuite en avant. Mais c'est vrai qu'il a dû avoir des documents, mais d'abord parce que certains acteurs sont disparus, si je me souviens bien, j'ai encore en tête les noms, que nous aussi, nous avons même les mystères qui ne sont pas dévoilés, puisque nos disparus d'Abdelis, les Abdelis, bah, on ne sait toujours pas où ils se trouvent. Pas plus tard qu'il y a quelques instants, j'étais donc en contact avec notre ami de l'ALN, je veux dire notre ami, non, pourquoi pas, et je lui racontais que je connais Tariq Mira. Pour ceux qui connaissent, Tariq Mira est un élu algérien qui a fait sa carrière et qui est, bon, avec les problèmes qu'ils ont eu en 90, n'en revenons pas dessus, j'ai perdu un peu sa trace. Il était le fils d'Abderrahman Mira, qui était le deuxième homme de chez Ali Rouche. Et un jour, il m'a posé la question, est-ce que tu pourrais me dire où se trouve mon père? Bon, je vous fais un peu la même réponse bateau, mais ça fait partie de ces mystères qui n'en sont pas, mais il y a peut-être des chats qui ont enterré le tout et on ne saura peut-être jamais. Alors, c'est un sujet délicat, on ne sait pas bien si on n'a pas fait de documents ou si on les a terminés, on ne sait pas. Et je ne pense pas qu'on ne peut pas vous mettre en porte-à-faux. Merci si jamais vous pouvez éclairer notre route, en particulier celle de notre ami. Et bon, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Je n'avais pas de fuite en avant. Vas-y. Oui, j'apporterai le problème des disparus en général. Vous savez qu'il y a eu une étude par Jordi sur les disparus civils et qu'au secrétariat d'État, vous avez une commission qui est chargée de travailler en liaison avec des associations du monde combattant sur les disparus militaires. Donc, l'interlocuteur de la question que vous posez est le secrétariat d'État aux anciens combattants et à la mémoire. Bon, vous savez que dans la structure actuelle, nous n'avons pas de secrétariat d'État stricto sensu, mais un interlocuteur qui relève du ministère des Armées. Donc, je suppose que la commission qui a œuvré, à laquelle j'ai participé, continue à vivre. C'est le seul endroit que vous pouvez interroger pour savoir ce qu'il en est. Oui. La seule réponse que j'ai eue, c'est un procès du général Schmitt, où j'ai été condamné en première instance en cassation. Cher ami, on va se discipliner. La parole est à M. Gourin et après à vous. C'est simplement un témoignage. Je voudrais féliciter monsieur, parce que moi, personnellement, j'ai eu à rechercher, puisque en 1957, je crois, nous avons eu 13 tués. Et j'ai retrouvé des archives que je n'avais pas assisté à l'enterrement de ces 13 soldats. J'ai retrouvé ces témoignages aux archives de chez vous. Je voudrais vous faire féliciter pour votre compétence. Merci. Donc, merci. Oui. Question? Alors, dans l'ordre, je ne sais plus quel est le premier. Je ne sais plus. Vous gérez au fond. Excusez-moi, je suis un ancien de ce qu'on a appelé l'armée dite de libération nationale. Parce que moi, je dis comme ça, j'en ai été dans un service. Parlez dans le micro. D'information. C'est la pomme. Parlez dans le micro. Je n'ai pas l'habitude de parler dans un micro, j'ai assez de voix à 84 ans, je peux vraiment me faire entendre. Alors, moi j'ai été dans la LR, j'ai été dans ce qu'on a appelé la base de l'Est, qui se trouve du côté de la ligne Maurice et de la frontière tunisienne. Et donc, d'abord, concernant Bartman Oumira que j'ai connu, c'est un problème qui a été réglé en wilaya 3. Parce qu'en principe, du côté des commandants qui commandaient à l'Est, il était question de l'envoyer prendre la place de l'Armée Rouge. Or, en cours de route, je vous dévoile les secrets de l'autre côté, il perd la lettre l'accréditant
comme chef de la wilaya 3. Amirouche étant encore vivant. Ce n'est pas les méthodes de Baélène à l'époque. On accédait après la mort du chef. Donc, arrivé sur place, l'information est arrivée et on l'a accueilli. Pour ne pas dire plus. Ça, c'est ce que j'ai vécu. Mais concernant Maurice Audin, on va parler d'autre chose. Là, maintenant, concernant Maurice Audin, par quel transfuge, disons, je ne sais pas, je n'ai pas les mots parce que je perds les mots, comment se fait-il qu'il se trouve au monument aux morts de la ville d'Évry, mort pour la France? On m'explique. Je ne sais pas. Pas mort pour la France. C'est tout. C'est ma question. Je ne sais pas si ce matin nous avions des amis du département. Moi, j'avoue que je suis posé à vérifier. Voilà. Simplement pour rappeler. Moi, on a discuté ensemble tout à l'heure. Aux questions qui ont été posées concernant les archives et qu'on renvoyait vers le CPAD et les services historiques, eh bien, peut-être que tu as, ou vous avez, on va dire plus, tu as des contacts avec justement l'Algérie, et ça serait bien que ouvrons donc la boîte à souvenirs, comme je disais ce matin, et faisons un échange. Voilà. Il avait invité Évry avant. Voilà. Il avait invité Évry avant. Ah bon, on ne va pas épiloguer sur ce pauvre Gabriel. Il y a d'autres questions. Merci. On y va. Moi, je m'appelle Jean Raymond, je suis du Val-de-Marne. Je suis couramment au SHD à Vincennes. Donc, je peux vous dire que pour ouvrir les archives, c'est quand même assez facile quand on est reçu. Hein. Donc, je peux quand même vous citer quelques exemples qui bloquent à Vincennes, c'est politique. Parce que moi, j'ai connu un général qui s'appelle De Ballor, qui était au 6e RCA, et il ne pouvait pas avoir accès au journal de marche, le fait que l'Élysée lui donne d'accord, parce que M. Chirac était au 6e RCA. Et il est mort sans avoir pu avoir accès au journal de marche. Et il était général. Voilà. Donc, les problèmes un peu particuliers, c'est comme les politiques qui bloquent. Hein. D'accord? Voilà. Enfin, ce que tu viens de dire, on se connaît bien puisque tu es chargé de sépulture et au niveau national en ce qui nous concerne. Donc c'est un travail, hélas. Alors il y a les ondes d'ombre, il y aura toujours des ondes d'ombre, mais je crois que je reste optimiste. Nous aurons éteint la lumière et fermé la porte, que le problème ne sera pas encore réglé. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions. La petite dernière. Oui, seulement une chose, donc Bernard Duclos avait présenté... Attendez le micro. Attendez le micro. Concernant les documents, la prescription administrative en matière de documents administratifs est de 100 ans. On n'a rien entendu. Administrative en matière de documents administratifs donc, est de 100 ans. Alors, je sais que concernant la guerre 14-18, les choses ont été élevées à 98 ans, ce qui ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas accès aux fonds documentaires, mais tous les documents administratifs ont une prescription de 100 ans, que ce soit en matière financière, que ce soit en matière juridique, tout ceci ne peut pas être consulté aussi facilement. Sur la question sur Évry, qui m'a beaucoup intéressé, mais écoutez, moi ce que je me propose, c'est de poser la question à M. Choix, maire d'Évry, puisque effectivement, en ce qui concerne les inscriptions sur les monuments, c'est du ressort du maire de la commune, donc il se fera un plaisir de me répondre. Voilà. Mais j'insiste beaucoup et je reviens à mes documents, il n'y a actuellement aucune possibilité de lever des prescriptions s'agissant de documents administratifs. Merci de cette précision. Bon, écoutez, le temps a passé, malheureusement. Non, je suis désolé. Il y a une discipline à adopter parce qu'on n'en sortira pas. Hein. Je suis obligé de jouer les serveurs. Ça me fait pas plaisir, mais malheureusement, écoutez, on refera une deuxième journée. Bien, je vais passer la parole à Tabor Kevener. Je vous remercie, M. Vitry, de votre présence, de votre efficacité, de votre précision. Et nous prendrons contact pour la suite avec la visite de groupe, si ce n'est la mienne d'ailleurs. Merci. Merci à vous.
Tu peux faire le plus vite? Ah d'accord. Alors, je suis désolé pour l'histoire des questions, mais bon, c'est-à-dire que je me dois de respecter au moins la durée va pour nous tous, les uns les autres. La mécanique. Très bien. Bonjour à tous. Quelques mots de remerciement aussi à l'EPSMGA pour voilà, l'organisation de cette journée. Merci beaucoup. On ne voit pas l'écran. On voit pas l'écran. C'est noir, c'est normal. C'est noir. Oui, mais donc, il y a de la lumière. Donc a priori c'est bon. Bon. Alors, donc je m'appelle Franck Humeneur, il faut se présenter je crois. Donc historien, spécialiste de la guerre d'Algérie, et donc j'ai travaillé sur les désobéissances pendant la guerre d'Algérie au cours de ma thèse. Donc voilà, en fait c'est un petit peu par glissement, si vous voulez aussi, qu'on arrive à cette question-là aujourd'hui. Parce que donc la thématique que je me suis proposé d'aborder cet après-midi, c'est sur obéissance et désobéissance dans les films sur la guerre d'Algérie, de manière un peu voilà, à la fois large et en même temps plus restreinte qu'une autre intervention que j'avais pu faire il y a quelques années au Forum des images. C'était justement sur les appelés dans les films de fiction français. Donc voilà, c'était à l'occasion du cinquantenaire de la fin de la guerre, donc en 2012. Et en fait, ce que je m'étais aperçu au cours de cette recherche, si vous voulez, pour cette intervention, c'est que une des thématiques centrales, c'est que dans l'ampleur des films de la guerre d'Algérie, effectivement, comme l'a rappelé Benjamin Stora ce matin, il est beaucoup question des appelés, et dans cette question des appelés, en fait, il est très centralement aussi question de la désobéissance. Quasiment à chaque fois qu'il y a un film autour des soldats, des appelés, et on retrouve cette question de la désobéissance aussi qui est posée. Et à la rigueur, je dirais plus largement, tout bêtement, c'est le cas pour tous les films de guerre. Voilà. Et d'ailleurs, c'est le cas, voilà, dans toute guerre, on pourrait dire aussi, la question de la désobéissance est une question qui est posée, et évidemment, dans une œuvre de fiction, c'est un ressort dramatique qui ressort, qui permet de s'interroger sur les héros et sur les protagonistes, et donc c'est une question, on va dire, récurrente, pour ne pas dire centrale, dans ces films de guerre. D'ailleurs, le premier que je poserai, c'est justement donc, contemporain de la guerre d'Algérie, qui sort en 1957, ce sont Les Sentiers de la Gloire. Et là, en fait, on se retrouve avec un télescopage complet entre un film qui parle de la désobéissance et des mutineries pendant la Première Guerre mondiale, avec Kirk Douglas, et un contexte de guerre en France qui va conduire en fait à ce qu'il y ait des tensions extrêmement fortes autour de ce film, beaucoup de débats, et qu'au bout du compte, finalement, il était question aussi de censure et d'autocensure ce matin. Effectivement, il y a eu ici autocensure, c'est-à-dire avant même qu'il y ait la censure, en fait, les distributeurs ont décidé de sortir ce film de la distribution, et il ne sera remontré qu'en France en 1975, donc après un long temps de carrière aussi de Stanley Kubrick, qui est devenu
voilà, à ce moment-là, un très grand réalisateur. Donc voilà, premier film finalement qui n'est pas sur la guerre, mais qui rentre en télescopage donc avec cette guerre d'Algérie. Le deuxième aussi, c'est un peu la même chose, et donc on se retrouve finalement à la fin de la guerre d'Algérie avec une problématique, des questions ce matin aussi, hein, avec une problématique donc qui va entrer en résonance avec le contexte de la guerre d'Algérie, celle de l'objection de conscience, avec donc le film de Claude Autant-Lara, donc Tu ne tueras point, qui est effectivement un film yougoslave, par un réalisateur français et qui a été montré à la Mostra de Venise, enfin, bref, donc une sorte de film un peu européen, Liechtenstein également qui a participé au financement. Donc vous voyez, c'est une sorte de film européen qui évite quelque part aussi la France, parce que aborder cette question de l'objection de conscience en pleine guerre d'Algérie, évidemment là c'est entrer dans des considérations qui sont à ce moment-là, d'ailleurs, très tendu, parce que 1961, voilà, c'est l'année aussi du manifeste, voilà, le putsch, etc. Enfin, l'année suivant le manifeste, et donc l'année du putsch, de l'OAS, etc., etc. Alors ce film-là, en fait, entre en résonance beaucoup plus directe aussi, encore plus directe, dirais-je, avec la guerre d'Algérie. Alors, puisque... la question, c'est un vrai fait qui s'est déroulé à la fin, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, c'est un objecteur de conscience qui arrive, qui s'appelle Jean-Baptiste Moreau, qui est quelqu'un qui a réellement existé, et qui donc a été objecteur de conscience juste après la Libération. Et le jour en fait, où cet objecteur a été condamné, était jugé en même temps un prêtre pour des faits de collaboration. Et on s'est retrouvé en fait avec quelque chose d'énorme par rapport à cette situation-là, c'est que l'objecteur a lui été condamné à 2 ans de prison, comme c'était régulièrement le cas pour les objecteurs de conscience à cette période-là, et le collaborateur a lui été libéré. Donc face à cette situation un peu surprenante, si vous voulez, ça a amené un débat fort sur l'objection de conscience au sortir de cette Seconde Guerre mondiale, alors que c'était une question qui était présente auparavant, qui avait été évidemment mise très marginalisée, on va dire, hein, pendant la Seconde Guerre mondiale, vu le contexte évidemment, et qui réapparaît, si on veut, vraiment sortir de cette Seconde Guerre mondiale. Et donc c'est le moment aussi, au cours de ce jugement-là, que, par exemple, les citoyens du monde, avec Gary Laïlis, avaient témoigné, avaient lancé ce mouvement-là, les citoyens du monde. Et que des grandes figures comme l'abbé Pierre avaient posé à nouveau la question de l'objection de conscience en France. Je dis l'abbé Pierre, mais je devrais dire aussi et avant tout Louis Lecoing, évidemment, pacifiste, libertaire, et voilà, qui a continué en fait à ce moment-là à poser cette question-là de l'objection de conscience. Enfin, c'est surtout en fait pendant la guerre d'Algérie que d'abord son épouse est décédée, et finalement jetant ses dernières forces en quelque sorte à 70 ans passés dans le combat, un des combats de sa vie en fait, hein, qui est le refus de participer à la guerre, lui qui avait refusé de participer à la Première Guerre mondiale. Donc vous voyez, c'est tout un combat, le combat de toute une vie aussi, décide en fait de reposer cette question-là de l'objection de conscience, et donc lance un journal qui s'appelle Liberté, qui est d'abord hebdomadaire, puis qui devient mensuel, et qui est distribué notamment aux parlementaires pour qu'ils votent enfin cette loi sur l'objection de conscience. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, les objecteurs de conscience, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont condamnés à 2 ans de prison, mais dès qu'ils sortent, ils sont recondamnés à nouveau s'ils continuent à refuser. Et c'est ce qui fait qu'en 1958, donc, il y a un objecteur de conscience qui a passé plus de 8 années en prison. Voilà, et ça devient en fait un phénomène où les objecteurs deviennent progressivement de plus en plus nombreux. Voilà, ils sont quelques dizaines, hein, des témoins de Jéhovah pour beaucoup, mais d'autres personnes aussi. Et progressivement aussi, de plus en plus, des objecteurs contre cette guerre d'Algérie. Et donc là, on a une conjonction qui s'opère et qui amène donc, voilà, au fur et à mesure, à la fois
Louis Lecoing donc, a lancé cette campagne en faveur des objecteurs de conscience, et puis en même temps une réponse des autorités au fur et à mesure, puisque le général de Gaulle a d'abord limité le temps d'emprisonnement des objecteurs à 5 années, et a fini par descendre à 3 années, avant de finalement, au moment où c'est quasiment posé là, à nouveau avec ce film-là, et au moment où se termine la guerre d'Algérie, voilà, la guerre d'Algérie, il a attendu que cette guerre soit terminée pour poser à nouveau, on va dire publiquement, cette question-là, et pour finir par légaliser finalement le statut des objecteurs de conscience en 1963. Après une guerre de grève de la faim en 1962. Donc voilà, et dans ce moment-là, si vous voulez, le film de Claude Ponlara, évidemment, joue beaucoup et est posé de manière voilà, forte, si on veut, et donc a fini par être voilà, interdit, a été interdit en France. Vous avez ici les paroles de la chanson, qui rappellent aussi celle du Déserteur, hein, et avec une musique de Charles Aznavour. Et donc c'est un film qui est absolument, totalement introuvable à l'heure actuelle, qui a été totalement, vraiment occulté, qu'on trouve éventuellement sous-titré en italien, etc. Enfin, mais bref, c'est vraiment un film voilà, introuvable et interprété par, notamment le héros interprété par Laurent Terzieff. Et donc évidemment, comme l'a souligné Benjamin Stora ce matin, c'est aussi à l'aune du parcours de Claude Ponlara plus tard, mais je sais que finalement sa descendance ne serait pas contre le fait de montrer ce film non plus. Donc finalement, ça fait partie des films qui sont un peu oubliés à l'heure actuelle. Alors, maintenant, vous voyez, finalement, pour terminer un petit peu sur, pour faire la transition aussi sur l'après-guerre, je tiens à souligner d'ailleurs, parce que je vous regarde, il y a plein de films que je ne mentionnerai pas en fait, qui sont des films que j'adore, Kilo de 5 à 7, Les Parapluies de Cherbourg, et, voilà, et beaucoup d'autres. Je ne les mentionnerai pas parce que voilà, ce n'est pas le cœur de mon propos ici. Et, mais voilà, j'en avais parlé donc, avant, et vraiment ce sont des films que j'apprécie beaucoup. Ce qui m'a interpellé également, c'est la présence finalement au cours de ces années 60, beaucoup de films étrangers, par nécessité, mais également par intérêt. Et donc l'un d'entre eux, on va dire, Godard, voilà, on va dire suisse, mais très, enfin, français, mais voilà, mais bon, c'est pas tout à fait un film français. Donc il pose ici cette question donc, de la désobéissance également, et je parlerai de tout à l'heure à un autre film donc, italien, non pas La bataille d'Alger comme il y a été question ce matin, mais La belle vie de Robert Emmerich. Donc vous voyez, pour donner un petit peu un panel, mais c'est assez intéressant je trouve, et j'ai oublié les Centurions, mais c'est assez intéressant de voir finalement cette internationalisation de la guerre d'Algérie au moment des années 60 finalement. Ça a été beaucoup moins le cas ensuite au niveau de la nationalité des films si vous voulez. Bref, je reviens sur le film de Jean-Luc Godard et donc ce petit soldat. Donc film connu et qui aborde en fait comme un certain nombre d'autres films que je vais mentionner rapidement, mais cette question des soldats, la désobéissance en faveur de l'Algérie française. En fin de compte, finalement au début des années 60, juste après-guerre aussi, ce dont il est question, c'est vraiment du règlement de la liquidation de la guerre. Et finalement avec ce cas aussi particulier que sont finalement les soldats perdus, de l'OAS. On a vraiment des figures de anti-héros assez importantes ici qui sont montrées. Donc il y a une série de films, et donc celui-là en fait partie. Alors j'espère que la technologie va suivre là. Et donc voilà, ici on voit justement cet anti-héros soldat perdu qui se retrouve finalement quasiment à devoir aussi déserter le camp dans lequel il se retrouve. Donc c'est une sorte de double déserteur que l'on va pouvoir voir dans cet extrait, si tant est voilà, et que le noir se fasse éventuellement. Je lance. Pardon, il n'y a pas de son, et il n'y a pas... Voilà.
C'est un film muet que vous avez. Je l'entends ici, dans le... La lumière. C'est vrai. C'est vrai. Alors attendez, je vais essayer de passer par autrement. La technique. On va tenter. Tout de suite, dès qu'il y a de l'image, c'est lourd. C'est très très lourd sur les ordinateurs. Je suis navré. On va essayer. Non, vous ne voyez pas. Moi non plus. Et deux, j'entends, mais pas vous. Je crois qu'il n'y a pas de son, c'est ça? Ah oui. Sinon, je peux faire des claquettes. Oui, mais vous n'entendez pas le son, c'est... Non, 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 non. Bon, les images, là, pour le coup, ne sont pas très intéressantes. On essaye, mais je ne vois pas. C'est en entrée, et là c'est en sortie, c'est bon. Là il est branché. Vous m'entendez? Il bouge déjà. Dire que cette émission s'appelle Un autre part, je trouve ça sanglant. Tu l'avais déjà vu, Ben Bonnard? Oui, non. Avant aujourd'hui? Oui. Non. Papa le va rouler à côté de lui. Regarde bien pourquoi tu vas voir le suivre. Pourquoi de nouveau moi? J'ai reçu l'ordre de Paris. Je vais te le transmettre. Jacques m'a dit que c'était très facile. N'arrive pas à rouler à côté de lui, comme Popol maintenant. Et tirer. En arrivant à sa hauteur. Mon petit du con. On est sûr à Paris qui travaille pour les rebelles. Ah, moi ça m'étonne de la part d'un Suisse. Pour moi, c'est moins dangereux de parler à la radio que de se battre. Les Suisses n'ont jamais été très courageux. Il n'y a qu'à les regarder rouler. Ils mettent leur flèche pour dépasser un cycliste. Ça me met en rage, ça. Je passe à l'hôtel? Non, on ira après. Au bureau. C'est vrai que la touche est morte, oui. On l'a retrouvé mardi dans la baignoire de sa chambre à l'hôtel Bristol. Et on a attendu remonter la langue et racheter les paupières.
victoire, si c'est une défaite. Le salut des républicains espagnols. Il est beau, parce que c'est pas méchant, comme ça. C'est orgueilleux. Et regarde, Jacques, tu savais que c'était là qu'habitait Benjamin Constant et Bernard de Staël. On dit Staël ou Staël? Bon, tu es belle menard d'appeler exprès. Pour voir si tu veux. Peur? J'ai pas peur du tout, vous êtes con. Non, j'ai pas envie. Je ne la ferai pas. On t'obligera, mon beau-père. On m'obligerait pas du tout. Même un soldat, on ne peut pas le forcer à tuer quelqu'un. Mais qu'est-ce qui te prend des fous, c'est facile. Des Suisses et des déserteurs. Au moins de petits trucs. Très expédiés en France. Surtout que je ne laisse pas les films. Et là, les tribunaux militaires et personne ne te ferait évader cette fois. Si tu ne veux pas descendre, c'est toi qui passeras. Demande à Jacques. Les gars ont duré. 26 ans, c'est très jeune pour mourir, petite phrase. Si me forçais à le faire, évidemment, tu tuerais peut-être pas Livoda, mais pas avant. Voilà ce que j'ai dit. Je vous laisse. Au revoir. Alors je compte sur toi? Non. Puisque je suis un emmerdeur. Voilà. Donc ici, ce que l'on peut voir, donc c'est effectivement cette réflexion par rapport à la désobéissance et en même temps la réflexion aussi par rapport à la désobéissance, donc par rapport au camp de l'Algérie française, qui sont donc ici, comme on peut le voir, actifs en Suisse. Et cette réflexion se retrouve d'ailleurs aussi autour de... vous entendez là? Se retrouve aussi autour de l'amour entre cette femme qui soutient le FLN et ce déserteur en faveur de l'OAS. Une caractéristique aussi, c'est que ce petit soldat, en fait, c'est un appelé, d'accord ? Contrairement à beaucoup, en fait, d'autres films qui concernent ces soldats perdus en faveur de l'OAS. Donc là, c'est une caractéristique, justement, qui fait que j'en ai parlé là, et qui expose ici, alors aussi, ça fait aussi son ambiguïté, en quelque sorte, hein, je reviendrai là-dessus d'ailleurs plus tard, qui est aussi donc la mise en valeur de la torture pratiquée par le FLN et pas par le camp français. Donc voilà, ici c'est une différence également majeure par rapport aux autres films que l'on peut trouver. Alors par rapport justement aux films qui abordent la question des soldats déserteurs, des soldats d'actifs déserteurs, L'Insoumis d'Alain Calavalier, donc qui sort en 1964, qui était déjà en préparation avant, hein, aussi par ailleurs. Donc avec Alain Delon évidemment. Et on pourrait également donc, citer Le combat dans l'île, toujours sur la même thématique effectivement de l'OAS et de l'Algérie française, ainsi que des films qui ont été cités déjà. Alors il y a Objectif 500 millions de Kirchendorfer des années 60, et puis donc je terminerai également avec Les Centurions aussi. Par ailleurs, donc sur cette... il en a été question un petit peu ce matin aussi, mais à la rigueur c'est un petit peu hors sujet, mais juste j'en touche un petit mot. C'est que des films justement concernant cette politisation, en quelque sorte, du débat à la fin de la guerre d'Algérie, années 60-62, si vous voulez, quand l'Algérie française et quand des partisans d'indépendance, on le retrouve dans certains films, comme Liberty Bell par exemple, aussi, il a été question d'Irbelement également ce matin, Liberty Bell avec André Dussolier, et puis je mentionnerai également, parce qu'il a été question des porteurs de valises ce matin, et donc quelqu'un posait la question sur un film, oui c'est un film des années 80 de Garel, de Philippe Garel, donc, qui s'intitule Liberté la nuit. Et justement, je mentionne d'autant plus ce film-là maintenant, parce que la figure du déserteur en faveur de l'OAS est aussi présente dans ce film, puisque une des porteuses de valises est exécutée par deux militaires déserteurs. À noter par contre qu'il y a certaines, voilà, c'est du film d'auteur, mais bon, il y a certaines invraisemblances, notamment le fait que ces deux militaires déserteurs ont un cheveu un peu long.
Donc, c'est comme ça. Voilà pour cela. Alors, maintenant, je vais aborder donc, vraiment le cœur du sujet. Alors, j'espère que je ne suis pas trop long, je commence à l'être. Hein, donc, je vais essayer d'aller un peu vite. Ça fait 5-7 minutes. Il me reste. Voilà. Bon, on va y aller à fond. Donc, années 60, donc, le film de Robert Enrico que je signalais tout à l'heure, La Belle Vie, c'est son premier film. Donc 1964, déjà en tournage avant la fin de la guerre d'Algérie aussi. Donc il y a eu plusieurs films qui étaient déjà en tournage comme ça, qui sont sortis après. Voilà, dont Les Parapluies de Cherbourg, hein, et Clément 5 à 7 aussi. Et donc, La Belle Vie raconte, en fait, c'est une histoire sur la guerre d'Algérie, pas véritablement sur la désobéissance, puisque au début du film, en fait, le soldat revient de la guerre. Et toute la période, un peu comme Muriel aussi, tout le film, en fait, c'est sur la réinstallation après la guerre. Et en fin de compte, ce film-là est un complet anachronisme, puisqu'il se termine par le rappel du soldat, alors qu'il a déjà participé à la guerre. Or, comme vous le savez, la période de rappel, des rappelés, ont concerné les années 55-56, qui n'est pas en fin de compte l'année 60-61. Donc ici, un complet anachronisme qui n'enlève pas en fait du tout le ressort dramatique du film, évidemment au contraire. On est bien là dans cette dramatisation aussi du film et de l'histoire, et qui n'enlève pas évidemment au-delà de ça la qualité du film. Alors je vous passe cet extrait-là, justement, qui est... Alors je suis désolé parce que au cours de mon intervention, il y a quelques films que je dois encore vous montrer. À chaque fois, je vous montre la fin. Donc si vous ne l'avez pas vu, je suis désolé. Quittez la salle, couchez-vous. Bref. Voilà, donc c'est en fait la fin du film, le moment en fait, pendant tout le temps, le jeune couple s'est installé, s'est marié, ils ont eu toutes les difficultés à trouver du travail, etc. Difficultés à se réinsérer, on voit un peu cette mémoire aussi de la guerre d'Algérie, le conflit avec des militaires qu'il peut y avoir, plein de choses comme ça. Donc toute cette période en fait de l'après-guerre, en fin de compte, hein, mais qui est vraiment sur la difficulté de la réinstallation. Et donc on arrive à ce moment-là, en fin de compte, on pense que la fin est heureuse, ça y est, ils s'installent dans un appartement, ils trouvent du travail régulier, ils vont avoir la belle vie, et à ce moment-là, voilà, malheureusement, la belle vie... Mettre la lumière. Vous entendez ou pas? Non. Bien. Vous allez voir tout mon travail. Depuis ce matin, nous avons des contrariétés. Il a fallu sortir. Ça vient. C'est le lendemain de la fête de leur pendaison de crémaillère.
très vivant à rendre. Bien, effectivement, son état d'esprit à ce moment-là, ouais, c'est un film très vivant, la réinstallation, la belle vie, on essaye de vivre, de s'installer, et puis là, au contraire, l'abattement d'un coup, le fait d'être rappelé à la guerre, tout ce qu'il voulait oublier en quelque sorte. Donc ici, ça, voilà, on le voit, on voit en même temps justement avec la bande son et le gros plan en fin de plan ici, que voilà, comment tout se télescope dans sa tête et avec cette sirène d'alarme donc en toute fin. La guerre, le rappel, la guerre, et puis le coup près qui tombe en quelque sorte. Et donc là, même chose d'ailleurs aussi, c'est les manifestations de rappelé. Donc ce sont les manifestations de rappelé, mais par le creux. On a l'Algérie par le creux, et on a les rappelés par le creux, parce que c'est l'après, donc c'est maintenant que ça vient en quelque sorte, et pas pendant, on ne le voit pas. Ce qui est différent des deux autres films, alors je vais passer sur celui-ci aussi, qui est le seul film véritablement aussi comique, voilà, avec une petite différence donc, de Claude Berry, avec Guy Bedos, et avec une différence, c'est que ici il cherche à éviter la guerre, mais il va se retrouver au Maroc, voilà, même si évidemment c'est très proche. Voilà, les deux autres films dont je voulais vous parler, c'est donc celui de René Vauthier et celui donc de Yves Boisset, donc RAS, qui sont tous les deux donc concurrents, on va dire, les années qui se suivent, et à une période où on recommence à parler de la guerre. Les livres de Yves Courrière viennent de sortir, sont en cours même, voilà, et où le général Massu vient de publier Mamad Alger, et où finalement la question de la torture justement ressurgit en plein cœur du débat. Et là-dessus, en fait, voilà, il y a deux films majeurs, engagés, qui sortent. Le premier, donc celui de René Vauthier, alors maintenant dans les Aurès, 1972, là où on ne voit pas les manifestations de rappelé non plus, mais où il est bien question effectivement de ces rappelés-là, et on se trouve face à un régiment contestataire, donc repris en main, voilà, et par le baroudeur complet, donc joué par Philippe Lotard. Et voilà, j'avais éventuellement la possibilité de vous montrer cette scène-là, où ce régiment de contestataires est confronté à ce lieutenant-là, qui le reprend en main. Et comment finalement tout ça, évidemment, tourne de manière complète. Alors, il faut savoir que, vous le savez, pour beaucoup, c'est pour ça aussi que je n'ai pas choisi de ne pas montrer les images de 20 ans dans les Aurès, c'est que ça reprend en fin de compte l'histoire de Noël Favrelière, qu'il a publié dans Le désert à l'aube. Donc Noël Favrelière étant un appelé, parachutiste, déserteur,
en 1956, qui a été rappelé. Et voilà, et René Vauthier a été le premier à soutenir Noël Fabrelière. Parce que quand Noël Fabrelière s'est réfugié avec un prisonnier algérien qui était appelé à être exécuté, après avoir traversé le désert pendant 7 jours et 7 nuits, s'étant retrouvé en Tunisie, finalement commence à vivre là-bas et en Tunisie finalement rencontre René Vauthier qui se trouve lui aussi justement en Tunisie pour filmer les maquis algériens de l'autre côté. Et en fin de compte, les deux personnes se rencontrent, ces deux personnages se rencontrent en quelque sorte, et René Vauthier publie dans Tribune du Peuple en France un article, Noël nous reviendra, qui est le premier article qui rend compte du parcours de Noël Fabrelière. Simplement, le film de René Vauthier a amené une brouille fondamentale entre les deux hommes. Depuis, ils ne se sont plus jamais reparlés. En tout cas, ils se sont quittés voilà, de manière un peu abrupte. Pour une raison, c'est que René Vauthier, dans Avoir 20 ans les Aurès, fait mourir Nono, donc qui est Noël Fabrelière, qui est son parcours. Noël Fabrelière était resté bien vivant, elle toujours vivant, dernière nouvelle, et voilà, il se retrouve finalement, il se voit à l'écran et il se voit mourir. Et donc voilà, ici c'est quelque chose d'assez qui l'a heurté évidemment et qui a mis cette brouille entre les deux personnes. Et je dirais que c'est assez emblématique d'une manière générale de cette désobéissance impossible aussi. Pour moi, c'est un peu le cœur nodal, un petit peu, si vous voulez, de cette problématique et des films justement sur la guerre d'Algérie. C'est que, de manière générale, si vous voulez, le déserteur, c'est le anti-héros parfait. Et en tant qu'anti-héros, justement, il ne peut pas vivre. Donc, il va à l'encontre et nécessairement, finalement, c'est un personnage dramatique. Nécessairement, il est appelé à mourir au bout du compte dans cette guerre. C'est le cas pour d'autres films, d'autres guerres, mais c'est aussi en particulier le cas pour la guerre d'Algérie, je dirais peut-être même de manière assez importante. Alors, et ça, c'est une récurrence aussi qui tient, à mon sens, au fait qu'il a été considéré, même par les personnes qui étaient opposées à la guerre, comme René Vauthier, les anticolonialistes convaincus, qui finalement ont pensé qu'il était impossible de désobéir dans la guerre d'Algérie. Je rappelle, pour mémoire, les paroles de Pierre Vidal-Naquet, historien, mais aussi citoyen engagé contre la guerre, contre la torture, et qui disait que finalement, au bout du compte, il n'y avait eu que quelques dizaines, voire quelques centaines de personnes qui avaient désobéi cette guerre. Alors que finalement, quand on étudie effectivement les archives militaires, comme j'ai pu le faire, on constate qu'ils sont beaucoup plus nombreux, mais c'est une représentation qui est restée très fortement ancrée finalement dans les esprits. Alors, par contre, RAS, Yves Boisset, qui sort l'année suivante, lui pose, qui est un peu moins connu finalement, qui est moins diffusé aussi que Avoir 20 ans les Aurès. Avoir 20 ans les Aurès, c'est vraiment devenu le pamphlet anticolonialiste. Par contre, RAS, là, voilà, on le connaît un peu moins finalement. C'est basé sur un témoignage de Roland Perrault, qui s'appelle également RAS, et qui reprend ces manifestations de rappelé de 1956. Et Roland Perrault donc, a été aussi un déserteur de la guerre d'Algérie, hein, et donc un des fondateurs plus tard de la communauté Longomaï, donc voilà, maoïste si on veut, quoi. Et donc au cours de ces années 70. Et donc Yves Boisset reprend en fin de compte ce témoignage-là, romancé, hein, c'est une biographie romancée de Roland Perrault. Et en même temps, Roland Perrault, par exemple, il a un constat très très amer finalement par rapport à ces manifestations de rappelé. Donc il ne rend pas bien compte, il est aussi partie prenante dans ces manifestations de rappelé, qui pour lui ont échoué, qui pouvaient être un renversement de la guerre, mais qui finalement, au bout du compte, n'a pas été. Et donc il en a tiré finalement beaucoup d'amertume en quelque sorte. On voit donc, tant pis, je vais zapper. Hein. Par contre, ici, le parcours se termine, le film se termine par la désertion du personnage un peu idéaliste aussi, d'un des personnages idéalistes de ce régiment, de cette unité-là que l'on suit, et qui est incarné par Jacques Spicer, et où l'on retrouve ici donc
ça se termine par cette désertion-là, et par contre là c'est l'ouverture à l'après. C'est-à-dire qu'on a le soldat qui part dans le Djebel, seul, sans armes, et ça s'ouvre là-dessus. Donc voilà, quid, enfin point d'interrogation qui est posé sur l'après, mais en tout cas, il ne meurt pas. Alors, je poursuis avec, donc dans les années 80, quelque chose qui se fait plus... voilà, j'en ai deux. Je suis désolé, mais on y va. Merci, et pardon. Non, tu termines quand même. Ah oui, d'accord. Je ne fais pas l'affront. Mais bon, voilà. Donc, oui, je termine, j'ai deux, trois. Je suis désolé. Donc, dans les années 80, finalement, on revient également avec un film dont il était question ce matin. Donc, Cher Frangin, de Gérard Mordillat, avec le fils de Coluche, Marius Colucci, donc, que l'on voit ici. Donc, ce film-là aussi, d'ailleurs, est resté vraiment très marginal. On est totalement introuvable maintenant. Alors que je trouve que c'est un film de qualité. Évidemment sur une question justement de cette désobéissance, hein, où on voit justement, on suit un soldat, donc le grand frère de Marius Colucci, de Marius d'ailleurs, son prénom dans l'histoire, qui refuse d'aller à la guerre, donc avec cette question des rappels, voilà, il y a même de course-poursuite entre les gendarmes et lui, voilà, pour l'amener finalement à la guerre. Et on suit le parcours en fait de ce grand frère à l'armée, en prison régimentaire, en bagne régimentaire, voilà, parce qu'on le voit, je zappe tant pis, désolé, les extraits, mais on le voit creuser par exemple, voilà, comme punition, creuser des troupes, voilà, comme c'était régulièrement le cas, pour certains soldats qui ont été punis comme ça. Pour rien, et donc simplement en punition. Et donc, comment dire, et on suit en fait ce parcours-là à travers la correspondance donc, entre ce grand frère et ce petit frère-là. Et au bout du compte, finalement, on a une désertion aussi. Donc on a un point de vue qui est un peu global sur l'ensemble, avec des parcours qui sont un peu nuancés aussi, avec différentes figures, notamment celle du harki. Je poursuis, et donc au cours de ces années voilà, 90 et 2000 surtout, au fur et à mesure, une complexité finalement qui se crée dans les films. Je vous ai parlé d'ambiguïté tout à l'heure. Ambiguïté, complexité. Ici, un tout petit mot sur le film d'André Téchiné, Les Roseaux Sauvages, qui est très beau. Même chose, c'est pas la guerre d'Algérie en direct, c'est la guerre d'Algérie en creux, avec l'éventualité de la désobéissance. Et puis, comme je parlais d'ambiguïté, justement aussi, ici c'est sur les identités ambiguës. On oscille dans un groupe d'adolescents, si l'on veut, de la fin de la guerre, entre des histoires amoureuses et ambiguïté et identité complexe, si l'on veut, par rapport notamment à la question de la sexualité. Hétérosexualité, homosexualité, le fait d'aller en Algérie finalement, et de la désobéissance ou pas. Et donc, voilà, et du soutien de la désobéissance ou pas aussi. Et donc ça amène une complexité que l'on peut voir et que l'on retrouve également dans d'autres films qui ont été mentionnés ce matin, sur lesquels je passe, comment dire, la trahison, voilà, où là c'est pas directement la désobéissance du soldat, mais celle des harkis. Mon colonel aussi, et donc sur cette question-là du travail des mémoires. Et je termine donc avec le dernier, donc, qui est le film de Florent Emilio Siri, et évidemment de Patrick Rothman, donc L'ennemi intime, qui date de 2007, avec cette confrontation entre ces deux soldats, et qui montre aussi à la fois le caractère contradictoire et en même temps totalement complexe finalement de cette guerre-là, c'est-à-dire sur la transformation des identités au fur et à mesure. Je ne sais pas si j'ai le temps de passer un extrait, ou bien sinon j'en touche deux mots. Finalement,
celui, je pense que vous êtes nombreux à l'avoir vu par ailleurs, non, donc celui que l'on pense finalement être l'humain, le lieutenant avec de l'humanisme au fur et à mesure est travaillé par cette répression-là et devient de moins en moins humain jusqu'à, voilà, je ne dis pas tout. Par contre, on passe que 6 minutes. On le passe en 1 minute. Ah d'accord. Et avec l'accord de la salle à qui j'ai rien demandé, hein, et on passe 1 minute, comme ça c'est parfait. D'accord. Donc il y a Benoît Hegel d'un côté, c'est celui dont je viens de vous parler, et de l'autre côté c'est Albert Dupontel. Et je terminerai donc par ça, en fait, cette arrivée à ces ambiguïtés-là et à cette complexité-là dans les parcours. Et donc, et voilà, donc l'autre est sergent et incarné par Albert Dupontel, et c'est lui que vous allez, et donc je dévoile quasiment tout, mais c'est lui que vous allez retrouver donc ici à la fin. C'est la fin, j'ai dit que je dévoilais tout en fait, je dévoile tout. Parce que voilà, alors par contre. Bien. Maximum. Ah non. C'était écrit depuis. J'ai mis du temps à la tête. On s'était battu en vain et des copains étaient morts pour rien. Je pense parfois à Thierry. Il a eu la chance de se prendre la tête avec son idéalisme à la con. On n'aurait pas supporté l'homme qu'il était devant. Voilà. Donc, la musique de Nesla est très belle en même temps. Complexité, je voulais montrer aussi, pas pour faire la promotion, ah oui, non, c'est intéressant de voir aussi l'objet, parce que le film est une chose, et c'est vrai que de plus en plus c'est dématérialisé, et je trouve que cette complexité-là, on la retrouve également sur ce DVD en fait, parce qu'on a cette jaquette-là, et on retrouve, c'est dans ce sens-là, on retrouve, vous voyez, l'ennemi intime, donc voilà, les complexités avec la langue française, la langue arabe, et donc avec, on regarde également ces personnages. Vous voyez, ces deux personnages qui sont comme les deux faces, en quelque sorte, et on retrouve ça dans le support même. Voilà. Vraiment, je te remercie. Je me répète en disant que je suis désolé depuis ce matin, mais je n'ai pas le choix. Nous avons complètement éclaté avec les incidents de ce matin, qui sont tous les deux pour rien. Mais on fait avec, et surtout merci de votre patience. Et ça va continuer d'ailleurs. Donc vraiment, merci à toi. Pas de questions, le temps de se mettre en place. Décidément, je suis comité de sanction Bien. Écoutez, la table ronde maintenant, vous excuserez l'absence de Dominique Travera, qui est réalisatrice, mais qui est très souffrante et qui nous a prié de bien vouloir l'excuser cet après-midi. Donc je vous demanderai à David Wolf de nous rejoindre, et avec notre ami Villoyer qui va vous parler des parapluies de Cherbourg. Donc, on fait oui. Sans moi, elle aurait été. Je me permets de faire une annonce. Il a été trouvé ceci qui doit faire partie d'un matériel de sonorisation. Prière de le réclamer.
Une fois, deux fois. Merci. Bien. Je vous cède la parole. Jean-Pierre, pardon. Oui, est-ce que je peux faire un petit peu d'annonce? J'ai revu, comme il n'y a pas de question, en fait, alors, ce que je voulais signaler par ailleurs, c'était que je suis actuellement donc, en cours d'élaboration d'un documentaire sur les appelés. Peut-être que c'est une manière d'aborder le sujet, peut-être enfin lever le voile, la chape de plomb qui a été sur le sujet pendant longtemps. Justement ce regard. La régie, s'il vous plaît. Merci. Avec un documentariste qui s'appelle Thierry Lestrade et qui se trouve dans la salle. Thierry est au fond. Voilà, merci Thierry. Pardon, je retrouve. Et d'ailleurs, si... Voilà, on a la recherche aussi de témoignages d'anciens appelés, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Tu as bien fait, ça fait partie de la transmission de la mémoire. Et voilà. Et je te remercie à nouveau, et en m'excusant une fois de plus, un peu relevé, c'est plus français. Écrire comme si, ça y est. Et réaliser un film. S'il vous plaît. Non, on n'a pas besoin du son. Bonjour, ça marche? Oui, il faut parler très bien en fait. Bonjour, je m'appelle David Holofen, je suis réalisateur. J'ai réalisé le film dont je vois la première image, la bande-annonce sur le site Allociné, peut-être la passer à un autre, qui s'appelle Loin des hommes. Voilà, c'est pas, contrairement à l'ennemi intime, par exemple, un film sur la guerre d'Algérie. Parce que ça se passe sur 3 jours au début du déclenchement de la guerre d'Algérie. C'est 3 jours en novembre 1954. Donc c'est un film qui a la prétention de raconter la guerre d'Algérie, mais plutôt les conséquences intimes, les déflagrations intimes d'un événement aussi grand sur des personnes qui vivent d'ailleurs dans des endroits très reculés. D'ailleurs, ça m'a... Quand je vous ai entendu parler tout à l'heure à propos des archives, etc., quand je vois encore à quel point la parole peut devenir vive très rapidement, on sent qu'il y a encore beaucoup de passion, que même 60 ans plus tard, c'est un événement qui a bouleversé beaucoup de vies. C'est précisément ça qui m'intéressait dans ce film, c'était de montrer comment un événement historique, politique, quelles avaient été les conséquences intimes sur les gens qui les vivaient en tant que victimes. C'est pas des personnages ne sont pas des hommes politiques, ce sont un paysan, c'est un instituteur. Et voilà. Oui, très bien. Il a fait quoi? Il a tué un homme. Tu dois le livrer à Tink. Je suis instituteur à Barducci. Ce sont les ordres. Pas moyen d'avoir la lumière, s'il vous plaît. Merci. C'est bon pour toi, David? Oui, merci de couper la lumière. Là. SOS MEDEF. Merci. Il a fait quoi? Il a tué un homme. Tu dois le livrer à Tink. Je suis instituteur à Barducci. Ce sont les ordres. Je le ferai. Emmène-le. Sinon, il dort à ton pas en bas. Ton école où il n'y a pas de français, il ne demande qu'à la fermer. Ah ouais? Et qu'est-ce que tu fais sur le plateau? Ma façon, moi, de m'engager, c'est de faire la classe à mes élèves. On n'en est plus à apprendre à lire. On est à vous foutre dehors. Lui, pourquoi tu t'occupes de lui? Ah, d'accord. Jetez vos armes! Avancez vers nous! Main sur la tête! Vous avez tué des hommes qui se rendaient. C'est un crime de guerre. Tes frères sont peut-être morts au parti, mais t'es vivant! Mes parents étaient espagnols pour les faux.
personne qui se rendait. C'était un crime de guerre. Tes frères sont peut-être morts au parti, mais t'es vivant! Mes parents étaient espagnols. Pour les Français, on était des Arabes. Et maintenant, pour les Arabes, on est des Français. Pourquoi tu laisses tuer ton cousin? لازم نخفوا الثار سلاح العالم. Quoi? Mais quel est le monde là? لو كان الواحد ضربك يقتلوني. ستريس عسيتي الماء. كنا نخلق نقولك. هذه بيدك. تعمل. Oui, ça marche. Il y a encore quelque chose à passer Tout à l'heure. Écoutez, chers amis, je vais vous abandonner.